C'est sans aucun doute l'une des plus belles vallées montagneuses des Pyrénées. Un espace qui ne s'offre pas au premier regard. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Pierre Vidal, accompagnateur en montagne et éleveur d'ânes des Pyrénées, que je pars à la découverte de ses coups de cœur en vallée d'Ossau. Les Pyrénées, c'est une montagne habitée. Et les Pyrénées sans les hommes, c'est pas les Pyrénées que... Voilà. J'en profiterai pour emprunter le petit train d'Artoust, la plus haute ligne ferroviaire de France, qui doit sa création à une incroyable aventure industrielle en pleine montagne, celle des centrales hydroélectriques. Nos anciens de la compagnie des chemins de fer du Midi, ils ont créé la voie, le chemin des muletiers, justement pour pouvoir aller au lac. Et le train, sa vocation principale, c'était d'amener les ouvriers sur le chantier. Le temps d'un détour, en vallée d'Ossau, j'aimerais bien comprendre pourquoi l'identité béarnaise est aussi profondément marquée par ces montagnes. La vallée d'Ossau, qui s'étend sur une cinquantaine de kilomètres, est comme un couloir entre deux grands murs qui relient la plaine de Pau à la frontière espagnole. À partir de la Reims, les gorges deviennent plus profondes, la pente plus raide, les montagnes s'élèvent. Ces lumières du matin là quand même avec les brumes, le soleil, il n'y a qu'ici qu'on trouve ça quand même. Ah, on peut tomber d'accord qu'on est dans un des plus beaux coins du monde, oui, voire le plus beau coin du monde. En toute objectivité. Bien entendu, bien entendu. Non. Pierre m'a promis une randonnée pas comme les autres, car nous allons avoir aujourd'hui des compagnons d'un genre particulier. Wow. Alors attention, ça va descendre, recule un peu. Alors tiens, présente Fourchon. Fourchon. Oui, Et Fourchon. bonjour Fourchon. Et Zorro. Et Zorro. Des Donc noms toi bien t'auras béarnais, qui toi, hein. Oui c'est vrai que Zorro c'est très béarnais comme tu dis. Toi t'auras plutôt qui? T'auras Zorro ou Fourchon? Ouais, je sais pas, on va voir avec qui t'as le plus le feeling. En fait. Ouais. Tiens. Ils sont absolument magnifiques, c'est quelle race ça? Ça c'est la race c'est les ânes des Pyrénées. Et voilà, c'est des ânes qui sont endémiques d'ici, quoi. Donc ouais. ils sont faits pour ces montagnes, ils sont faits pour ce climat. Voilà. Bon, ça se prépare. Ah, un peu, oui. Pas comme ça. Donc, déjà, il Bon, va faut falloir. que tu m'expliques tout, hein, parce que il va falloir faire la toilette, déjà. D'accord. Donc là, je vais avoir besoin d'un coup de main. Je te suis. On va les attacher. Je l'accroche ici. Ouais. Voilà, ils vont être bien beaux là. Pour ne rien vous cacher, il y en a qui sont particulièrement heureux que nous tournions avec des ânes. C'est nickel. Parce que d'habitude, le matériel de tournage, il faut le porter à dos d'homme. Vous n'hésitez pas les gars, là, surtout. Comment t'as fait ça? Prendre les deux guides, parce que sinon, ça va pas. Ah oui, on va se Tu vois Pierre, c'est la première fois que je pars en randonnée avec un âne et je trouve que très vite ça change beaucoup de choses. Ah oui, oui. Comme tu as quand même entre 250 kg et 300 kg derrière toi, mais ton esprit, il est aussi connecté au sien. Exactement. Eh ben, c'est le mot, c'est ça. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Voilà. Est-ce qu'avec les ânes, ça te permet également d'avoir d'autres publics? Alors oui, parce que quand on est avec des personnes tu vois, en difficulté psychique ou comme ça, enfin, avec certains handicaps, l'âne se met toujours au diapason, en fait, j'ai envie de dire. C'est eux qui font le job. Quand on fait une sortie avec des ânes, c'est vraiment, mais ça en est impressionnant, ça en est troublant, je dirais. Donc Pierre, toi tu es né à la Reims. Ouais. Tu as fait différents métiers, berger, ébéniste, tourneur sur bois. Et puis finalement, tu as décidé de devenir accompagnateur en montagne. Pourquoi?
Bah, d'abord, c'est un rêve de gamin. Ah, vraiment? C'est un rêve de gamin quand t'es gamin que tu dis je vais être berger, pompier, accompagnateur en montagne ou guide de haute montagne en même temps. Et puis en grandissant, les rêves s'accomplissant et puis un changement de vie et puis tu te retrouves à te dire tiens mais il faut les tenter. Mon métier c'est de faire ce que les gens font quand ils sont en vacances. Ouais. Donc déjà c'est pas mal. Et après c'est la relation avec les gens, tu vois. Quand tu es ébéniste par exemple, tu es dans ton coin, j'aime bien parler et j'aime surtout beaucoup transmettre un peu tout ça quoi. Et en parler aux gens et leur expliquer un peu ce qui s'y passe. C'est pas que des montagnes, il s'y passe des choses, il y a des gens qui vivent. Et puis là, je regarde là, derrière nous, c'est quand même aussi un lieu d'émerveillement. C'est pas tous les jours qu'on s'émerveille dans la vie. Moi oui. Toi, oui. J'adore. Bon, bah voilà, c'est ma réponse. Tiens, on va laisser les ânes là. On va se poser un peu à la cabane. Allez, pose-toi là, mange. C'est un jeu de patience et puis ça permet d'occuper l'esprit un peu, d'occuper les mains. Et puis c'est un morceau de bois qui, dans tes mains, devient autre chose. Il y a quand même cette idée de transformation et de nature là tout d'un coup qui est résumée. Et c'est un peu le délire, ouais. C'est un peu ça, c'est de partir d'une branche, donc de quelque chose qu'on peut ramasser par terre ou sur un arbre. Et puis petit à petit, d'en faire un objet précieux, presque, on pourrait dire. Voilà. T'as pas mal de cordes à ton arc quand même, hein, parce que je sais que tu es également conteur. Tu proposes d'ailleurs des randonnées, des contes. En quoi, par exemple, ces montagnes, c'est l'endroit idéal pour raconter une histoire? Un théâtre naturel, quoi. Quand tu te promènes, tu l'as vu toute la journée, on tombe sur une fleur, un animal, un caillou qui a une forme bizarre, et puis là, c'est l'imaginaire qui s'envole. On est imprégné de notre environnement et quand on se promène, quand on randonne, voilà, quand les gens sont derrière, ils ont les chakras ouverts, comme on dit, et du coup c'est facile de les cueillir et hop, de les amener faire un voyage dans l'imaginaire comme ça, c'est assez facile. Ouais. Bon, marcher, c'est aussi raconter des histoires. On continue notre balade? Allez, on repart, allez. Allez, on laisse pas le feu dans la cabane. Hein. Non. Bon, finalement, l'âne, il va plus vite que moi, donc c'est moi qui le suis. Il faut quand même que je vous avoue quelque chose, c'est pas mal aussi de marcher sans tirer l'âne en permanence qui veut s'arrêter pour essayer de manger un petit peu. Tiens, regarde cette silhouette là. Ça, faut que je te présente. Tu le connais, ça veut dire ça. Ouais. Après, dans la montagne, quand il y a des bérets et des parapluies bleus, on se connaît souvent quand même. Adieu. Salut. Bonjour, Eric, enchanté. Adrien. Adieu. Bon. T'es en train de travailler, mais y compris avec ce temps, ces brumes, c'est pas trop compliqué? Ben non, il n'y a pas forcément que du ciel bleu. Les nuages sont beaux, il y a de la montagne qui se découpe, des apparitions comme les vaches. Alors, parce que tu publies tes photos, toi, ou pas? Ouais, plusieurs publications, des expositions, un bouquin que j'ai sorti aussi à Noël dernier. On peut le voir. On peut le voir. Tu me l'attrapes dans le sac, s'il te plaît? Oui. Et me dis pas que tu pars en montagne avec le bouquin si tu trouves un acheteur. On sait jamais. C'est ça. Béarn. La brume, ça pourrait être celle d'ici. Il pourrait y avoir trois brebis qui traversent.
ton défi, c'était de traduire en photo l'âme de ce territoire, de ce Béarn. Partir, Comment on s'y prend? partir en quête du moins, parce que c'est qui peut définir quelque chose d'aussi impalpable que l'identité, un pays, un territoire. Et je pense qu'il y a plein de gens, plein de pratiques qui le constituent petit à petit. Toi, si je te posais la question, tu me dirais quoi? Ça dépend d'où on vient, comment on le prend. Mais moi, l'identité, pour moi, c'est déjà une monnaie d'échange. C'est déjà quelque chose qui va nous faire nous rapprocher les uns des autres. Ouais. Voilà. Donc à la montagne, ça peut être le chant, ça peut être la danse, la musique, les costumes, la langue. Quand on parle béarnais ou on ne parle pas pareil quand on vient de Naï ou quand on vient de la montagne, on a des mots qui vont changer, tout ça, voilà, c'est tout ça. Et en même temps, pour celui qui est de passage comme moi, après une journée comme ça, on se sent d'ici. Ah mais ouais, mais il faut. Mais nous, notre but, c'est de partager avec toi et que quand tu partes avec un bout de notre pays et que toi, que tu sois ambassadeur de notre pays un peu plus loin, même si nous, on reste là. Je le serai. Merci. En prenant la direction de Fabrèges, à environ 40 minutes au sud de la Reims, je m'apprête à vivre là encore une belle expérience. Voyager sur la ligne ferroviaire touristique la plus haute de France. Le petit train d'Artoust, ouvert au public de mi-mai à début octobre, est emprunté par plus de 100 000 visiteurs chaque année. Après avoir embarqué dans le téléphérique pour rejoindre la gare de départ, située à quasiment 2000 mètres d'altitude, je retrouve Olivier, qui utilise régulièrement ce train pour se rendre à son travail. C'est un peu ambiance métro parisien là, c'est ça? Oui, tout à fait. Par contre, le point de vue quand on va sortir, c'est pas le même. On va avoir toute la vallée du Soussuéhou et j'espère les marmottes qui vont galoper comme elles font souvent à la sortie du train. Que c'est beau! C'est une leçon de géologie devant nous. Il y a tous les plissements de la chaîne des Pyrénées. C'est ça, c'est énorme. Explique-moi quand et surtout pourquoi ce petit train a été fait à 2000 mètres d'altitude. En 1924, la compagnie Chemin de Fer du Midi, quand ils ont voulu créer l'usine d'Artoust, ils ont dû créer le lac en montagne. Il y avait un volume d'eau déjà sympathique à pouvoir exploiter. Donc ils ont décidé de développer le chemin des muletiers qui est devenu la voie du train pour amener les ouvriers au lac d'Artoust et construire le barrage. Ça a dû être un chantier quand même dingue, la construction de la ligne. Les 2000 ouvriers à 2000 mètres d'altitude. Voilà, donc ils ont construit la voie. Après, les ouvriers avaient construit des baraquements au niveau du lac d'Artoust. Quand il faisait beau, ils ont construit la partie extérieure. Et l'hiver, quand il neigeait, ils ont construit la galerie qui est le long de la voie du train. On va pouvoir voir certains captages d'eau de là où c'est qu'ils sortaient les cailloux, devant qu'ils évacuaient de la montagne. Alors, tu me parles de galerie, ça veut dire qu'il y a là, dans la montagne, une conduite qui arrive à Fabrèges, c'est ça? Il y a un tunnel qui part du lac d'Artoust et qui va jusqu'à l'usine d'Artoust à la fin du train, là où c'est qu'on voit les grosses conduites, les gros tuyaux qui descendent, les conduites forcées. Donc il y a 9 km de galeries souterraines avec de l'eau. Le barrage, c'est le mur là qu'on voit là-haut, c'est ça? Oui, c'est le gros massif en pierre. Et pas facile à voir, il est la même couleur que la montagne. Les anciens, ils ont fait très fort, ils ont récupéré le caillou sur place, ils ne s'embêtaient pas. Et donc ils ont fait il y a un gros massif béton et ils ont mis du caillou dessus, des gros blocs, pour justement l'adapter au paysage et qu'il soit vraiment purement intégré. Donc là, Eric, tu vois, les touristes
partent par le chemin de randonnée, vont monter sur le haut du lac. Et moi, je t'amène dans un lieu un peu insoupçonné. On va rentrer dans la montagne et tu vas voir ce qu'il y a dedans. Donc, le barrage d'Artoust a été terminé de construire en 1927. En 1947, ils ont créé l'usine souterraine, donc ils ont agrandi un peu plus, les anciens, et ils ont rajouté des groupes de production. Et au total, là, dans toutes ces montagnes, il y a combien de kilomètres de galeries? Sur la vallée d'Ossau, c'est plus d'une centaine de kilomètres de galeries. Alors comme ça, sans eau, mais beaucoup de galeries pour amener l'eau d'une usine à une autre. Je peux pas m'empêcher de penser à tous ces hommes qui ont travaillé là, quoi. Parce que ils nous ont aussi laissé ça en héritage, mais ils ont dû trimer, peiner quand même. Hein. Oui, ils ont dû sévèrement peiner. Et aujourd'hui, il est vraiment important pour nous, salariés de la chaîne, de maintenir ce patrimoine que nos anciens ont mis leur cœur, même leur vie, pour arriver à le développer, à faire qu'on ait ces installations majestueuses. Alors là, tu vas voir, on va arriver à quelque chose d'assez particulier. Juste derrière, là, ce carré que tu vois, c'est ce qu'on appelle une porte étanche. Et derrière cette porte, il y a 24 millions de mètres cubes d'eau. Alors, pour parler plus communément, 24 milliards de litres d'eau stockés juste derrière cette porte, qui est épaisse. Ah oui, il faut mieux qu'elle tienne. Hein. Voilà. Mais le volume d'eau est juste derrière. Si le réseau a besoin, qu'on nous demande de produire, à ce moment-là, on va donner un ordre de démarrage. Ce robinet va s'ouvrir, l'eau va commencer à rentrer dans cette forme d'escargot. La turbine, elle est vraiment derrière, là. Donc l'eau va rentrer, va entraîner la turbine. Donc on va transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique. La turbine en tournant va entraîner l'alternateur, la partie électrique. Et là, l'énergie mécanique va se transformer en énergie électrique et on va injecter la production sur le réseau. L'eau va repartir dans le canal qui longe la voie du train. Pendant 9 km, elle est sous terre pour après descendre sur les grosses conduites jusqu'à l'usine d'Artoust. Elle va repartir dans une autre galerie et ainsi de suite jusqu'en bas de la vallée d'Ossau. Elle va être turbinée donc sur 7 usines différentes. C'est-à-dire que la même goutte d'eau, en fait, produit combien 7 fois 7 fois de l'électricité. C'est ça, on part de 1900 mètres d'altitude ici jusqu'à 400 mètres. Allez, on est parti. Oh, je suis totalement étonné, surpris par l'ampleur des installations qu'on ne devine absolument pas de l'extérieur. Et je vais de surprise en surprise parce qu'Olivier, il m'a invité à monter dans ce montage. Il a un petit sourire. Je ne sais absolument pas où on va. C'est l'aventure. Enfin, j'adore. Quel spectacle. Ça valait le coup. Hein. Ça vaut le coup d'œil. Donc on arrive carrément au sommet du barrage, quoi. Directement sur la partie haute. Ce qui me surprend le plus finalement, c'est qu'on est dans une histoire industrielle et pour cause, et qu'on ne cesse d'être dans un environnement naturel et que les deux se marient bien. Le plus important, c'est qu'on préserve la nature, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. On fait de l'énergie verte et il faut qu'on préserve la nature pour nos enfants et pour l'avenir. On a la chance aujourd'hui d'exploiter, de faire la maintenance sur des installations centenaires. C'est nos arrière-grands-parents qui ont fabriqué tout ça. Et on est un petit grain de sable dedans pour maintenir ce patrimoine grandiose et merveilleux. Alors Pierre, tu m'as dit, pour finir, j'ai un petit truc un peu spécial pour toi, où est-ce que tu m'emmènes? Un peu de sensation, j'ai envie de te voir trembler un peu. Les tyroliennes du Hourat, des copains, de longue date. Et alors ton copain c'est qui? Sur sa case. Eh bonjour Romain, ça va bien? Ça va très bien, vous? C'est très impressionnant. Romain, il y a combien de tyroliennes au total sur votre parcours? Alors là, on a 22 tyroliennes et 3 ponts népalais.
pour donner un petit peu d'adrénaline aux gens. Et ça commence juste après, là, avec 40 mètres de vide. Bon, comment ça vous est venu l'idée de monter ces 21 tyroliennes ici? Alors, en 2012, on était parti en Argentine et on avait fait des tyroliennes là-bas. Et quand on est revenu ici, après beaucoup de discussions, l'idée elle a germé et on a trouvé l'endroit idéal pour faire ce projet. Les discussions. Ça a dû être quand même un chantier phénoménal. Parce que là, il faut tirer les câbles. Enfin, c'est Alors balèze. on a fait le parcours qu'on va faire aujourd'hui, on l'a fait en 3 étapes, en 3 ans. Et on a tout fait à la main, on n'a pas fait venir d'hélico, on n'a rien fait, donc on s'est tout trimballé à la main. Les gens qui arrivent là, comme moi, pour la première fois ici, ils ont la même tête que moi. C'est un peu la pétoche, disons Et clairement les choses. Jusqu'ici, tout va bien parce qu'on ne voit pas encore le vide. Et dès qu'on passe le caillou, là, ça remet tout le monde bien dans le contexte. Bon, je vais être dans le contexte. Alors, le hasard veut que je sois devant, Pierre. Donc, c'est moi qui vais ouvrir. Toi, tu l'as déjà fait ou pas? Ouais. Ouais. Ah, donc tu sais un peu. Il me manque les dernières étapes, moi. Tu vois, Ah, donc ça, tu vas le je vais découvrir. découvrir aussi un peu. Merci, Mais t'en fais Romain. pas, je te pousse Allez. pas, Tu me pousses pas. promis. Place à l'aventure, on y va. Allez. Il y a toujours quelqu'un qui doit passer en ouverture le matin, mais là c'est toi. Même si ça Oula. passe pas. Ah ouais, j'avais pas vu. Ouh. Oh, la cascade et tout. Alors, on met en premier. J'ai bien suivi les instructions. Combien de mètres là? Là, 40 mètres de vide, 140 mètres de long. Voilà, là, c'est impressionnant. Hein. Bon, Allez, on est parti. main gauche, main droite. Ouais. Allez, c'est parti. Oh là là. Génial. Mon Dieu, que c'est beau. Première descente, on est tout de suite dans l'ambiance, 40 mètres de vide. Et tout de suite, on oublie la peur et bref, on est impressionné par le paysage. Ça tient bien, il n'y a pas de problème. Après, l'avantage, c'est que si ça pète, jamais personne n'est revenu. Quand il y a un problème. Personne ne s'est plaint en tout cas dans ceux qui sont tombés. Non, bah, ça tombe et après le courant évacue, donc on est quand même relativement tranquille à côté. Pour avoir un vrai subjectif, comme on dit, il n'y a pas d'autre solution. C'est très élégant, mais c'est pas facile pour parler. C'est parti. Pierre, je suis totalement émerveillé quand même par le spectacle qu'il y a autour de nous et on ne pourrait pas voir ça sans cette tyrolienne. Cette pratique plus ludique de la montagne, est-ce qu'elle correspond à la vision que tu en as, toi? Tout est bon pour faire découvrir la montagne aux gens, pour prendre du plaisir, pour aller dehors, pour voilà, pratiquer tout ça. Il faut vraiment, toutes les entrées sont bonnes pour pouvoir faire ça, quoi. J'ai senti quand même ton profond attachement à ces racines, à cette culture, mais ça ne veut pas dire vivre dans le passé, ça. Ah, surtout pas, je pense que culture, identité, c'est quelque chose qui doit nous ouvrir vers demain. J'ai vraiment envie d'être plutôt quelqu'un tourné vers devant, avec des projets, avec tout ça, mais en gardant les pieds bien plantés par terre. J'ai aussi senti vraiment pendant tout ça ensemble quand même ton désir de partager. Être né ici, ça ne veut pas dire s'approprier le pays, ne le garder que pour soi. Mais non, là ce qui m'intéresse vraiment, c'est que les gens, comme on le disait, c'est qu'on reparte avec un petit bout d'ici en ayant compris un peu comment on vivait ici et pourquoi on vivait là. On n'est pas dans un fond de vallée, on est dans des montagnes avec plein de choses qui se passent tout le temps. Et pas encore assez à mon goût, mais ça va venir. Ouais. Merci beaucoup Pierre, j'ai vraiment passé un moment formidable, c'était génial. Merci d'être venu, ciao. On a souvent tendance, pour évoquer les Pyrénées, à privilégier les images de montagne, de nature, en oubliant, et c'est un tort, les villages. C'est pourquoi je tenais absolument à vous emmener ici à la Reims, qu'on considère un peu comme la capitale de la vallée d'Ossau. Avec un territoire de 250 km² allant de 500 mètres d'altitude à quasiment 3000, c'est la 3e commune la plus vaste de France.
faut savoir que le village de la Reims existe depuis le Moyen-Âge, quand le Béarn était un État indépendant. Et cette autonomie va perdurer jusqu'en 1620, quand Louis XIII proclame l'union du Béarn et de la France. Enfin, ici, on dit plutôt que c'est le royaume de France qui a été rattaché au Béarn. Et je suis convaincu que si ce territoire a une si forte identité, c'est à cause de ses paysages, de sa culture, de son histoire, mais aussi parce qu'ici, on manie l'humour et le second degré avec un immense talent. Holly came from Miami, I fairly hitchhiked her way across the USA. Block her eyebrows on the way, shave her legs in the heat was as she said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.